Donc, ok. Donc, vous connaissez bien, enfin, vous vous souvenez des matrices et les deux groupes qui connaissent bien maintenant. Matrice d'inertie I au point O pour le solide S. Et nous, on le prend sous cette forme A, B, C, D, E, F, avec la diagonale qui sont les moments d'inertie, donc les vrais, un peu comme l'équivalent de la masse en rotation. Hein, l'inertie, pour la faire tourner, il faut dépenser de l'énergie, et puis une fois qu'elle a son énergie cinétique, après c'est difficile à freiner, enfin voilà. Et puis on a les fameux, les autres termes, hein, DEF, qui sont un peu des termes, pas des termes parasites, mais ça veut dire qu'on n'est pas sur le bon repère qui correspond à notre solide, et surtout que notre solide est pas bien fait. Par exemple, une roue qui n'est pas équilibrée, on aura les termes symétriques, hein, ici, de chaque côté, D, E, F, qui seront pas nuls. Et quand on met un nouveau pneu, eh bien, on doit faire rééquilibrer la roue en rajoutant des petites masses sur la jante pour équilibrer. Alors, il n'y a pas besoin de grand chose parce qu'elles sont quand même bien faites, nos jantes et nos pneus. Mais voilà, on peut. Puis là, maintenant, il y a des capteurs aussi de pression, donc ça rajoute des trucs qui sont pas symétriques. Donc, on peut se débrouiller. On verra ça plus tard. Comment on équilibre une roue avec des petites masselottes. Voilà. Et du coup, équilibrer une roue, ça revient à faire disparaître les termes DEF. Donc on avait vu avec les symétries. Alors on avait vu aussi que bien sûr ces moments d'inertie étaient le premier, on peut l'appeler aussi le A, on peut l'appeler JX, c'est la rotation qui correspond à la rotation autour de X, puis B celle de Y et Z celle de Z. On a les expressions cartésiennes. Ici, on a les expressions en coordonnées polaires. On a tout ce qu'il faut. Ok, donc ça, vous avez vu en TD, vous reverrez. Et là, je saute. Je vais direct à la page... parce qu'on peut faire des moments autour d'un axe, autour de plans. Bon, alors voilà, nous on utilise les symétries. Hein. On avait démontré que s'il y avait un plan ici de symétrie entre un point dans le Z positif et un point en Z négatif, et bien forcément dans le calcul, on pouvait séparer en deux calcul avec un signe moins qui fait que ça s'annule. Donc on utilise beaucoup ça, hein. Vous verrez, vous avez vu en TD. Donc les symétries, c'est très intéressant pour nous. On a vu aussi en TD qu'on peut utiliser la matrice pour avoir un moment d'inertie J delta autour d'un axe penché, autour d'une autre direction U, en multipliant des deux côtés de la matrice. Donc voilà, on va en TD, il y a la technique pour multiplier un vecteur avec une matrice, et puis après on refait un produit scalaire. Donc ça, vous connaissez bien. Du coup, bon, je saute pour la sphère. Je saute direct, je crois qu'on l'a déjà fait, à la page 136, où du coup, grâce à cette technique où on multiplie des deux côtés par le vecteur unitaire U qui est dans n'importe quel sens, eh ben, on peut aussi changer de repère. On peut passer au repère du repère x, y, z à un repère x', y', z', puisqu'il suffira de multiplier par x' pour avoir les nouveaux moments d'inertie autour de x', de y', z'. Donc on peut changer de repère. On fait pareil avec les produits d'inertie si on veut, en multipliant à gauche par x' et à droite par y', suivant le produit d'inertie concerné. Hein. Si c'est le YZ, le produit d'inertie autour de Y et de Z, eh ben on multiplie par Y' et par Z'. Et du coup, on peut s'amuser à recalculer la matrice dans un autre paire si on a besoin. Bon, on n'aura pas besoin. Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est que donc quand notre matrice est diagonale,
ça veut dire qu'on est dans le repère principal. Donc c'est le repère qui est dont les axes sont adaptés. Par exemple, si on a une roue, eh bien, on sait bien que l'axe de la roue, hein, l'axe ici X', est l'axe de rotation naturelle d'une roue. Et donc, ça se traduit par le nom du repère principal et par la matrice qui est diagonale. D'accord? Voilà. Et encore mieux, le repère central, c'est-à-dire vous êtes au point G. Donc, si vous êtes au point G, eh bien, c'est encore mieux. Enfin bon, voilà, ça s'appelle le repère central. Donc, c'est des questions aussi qui avaient été dans le matrice exercice 2, avec l'aile d'avion hein, que vous avez vu ou que vous verrez. Donc, ok, donc c'est un peu d'érodite. Et le théorème du Huygens. Alors, le théorème du Huygens, on a changé de repère, mais on n'a pas changé de point. Donc, on est toujours à la même origine du repère. Donc Huygens, vous avez dû le voir aussi en comment ça s'appelle, en DDS. Vous avez déjà vu Huygens en DDS ou pas? Ouais. Donc c'est la même technique mais en 3D. Donc voilà. Donc là c'est la démonstration. Alors je sais pas si je vais, comme on n'a qu'une demi-heure, hein, je vais pas traîner dessus, mais voilà, la démonstration elle est là. Donc vous voulez donc on a la matrice au point O, d'accord, et on la veut au point G. Donc on a un décalage OG, bien sûr. Donc le décalage OG, hein, il est là, voilà, le décalage OG, et s'appelle petit a, petit b, petit c. Donc après, bah, on fait pour la démonstration, je le fais pour le JX, c'est-à-dire le A, et ben, on recalcule OP, X, Y, Z avec des... On fait, comment ça s'appelle la relation de Charles, hein, on décompose par G, on a les conditions, on appelle X étoile, Y étoile, Z étoile dans le repère G, hein, souvent on fait ça, on fera ça, et on fait nos calculs, voilà, du coup on a des sommes, on remplace, on a des identités remarquables avec les doubles produits, patati patata, et on s'aperçoit qu'il y a des intégrales qui sont nulles, des intégrales qui sont... Et à la fin, on trouve les formules du Huygens. D'accord? Donc, Huygens, voilà, vous n'aurez pas à le démontrer, bien sûr. Donc, vous récupérez les formules. Voilà, vous avez les formules du Huygens pour les moments d'inertie. Pareil pour les produits d'inertie. Hein, on fait nos calculs, on remplace, on a des intégrales qui s'annulent, et on trouve nos formules. D'accord? Donc le groupe avec Monsieur Spohn, vous avez déjà utilisé, je crois, Huygens. Donc voilà, vous avez le formulaire, page 143, avec toutes les formules d'Huygens, là, ici, qui sont encadrées. Voilà. Donc il faut bien écrire le OG, hein, et pas le... Alors attention, parce que dans la vraie vie, le point O s'appellera peut-être A, le point G s'appellera peut-être C, ou etc. Donc faudra, bien sûr, hein, vous savez faire. Voici les formules. Alors les formules, donc ce qu'il faut bien se souvenir, c'est que le moment d'inertie A étoile, donc au point G, hein, avec la matrice au point G, eh ben, il est plus petit, là où il est c'est le plus facile de faire tourner un solide, bien sûr, c'est autour de son point G. Hein. Dès que vous vous éloignez du point G, donc au point O ici, eh ben, vous augmentez les valeurs des inerties. Hein, ça paraît logique. Donc c'est pour ça qu'il y a un plus ici et que vous avez des carrés. Bon là, c'est les termes habituels. Hein. Pour le A, normalement, vous vous souvenez, c'est une intégrale de x2 plus y2. Eh ben, non, de y2 plus z2, il n'y a pas de x, justement. Donc ici, bah, c'est bien le B et le C, vous n'avez pas de A. Bon, voilà, les formules de Huygens que vous appliquez, en fait, c'est pas compliqué, hein, c'est un calcul même un peu bête. Voilà. Donc, voilà, tout ce que vous savez tous sur les matrices. Donc, il y aura, avec le groupe A2, on va faire ça tout de suite après, hein, en TD. Pour les autres groupes,
Le groupe de Monsieur Spoon, vous l'avez déjà fait. Et pour le groupe de Monsieur Face, bah, vous allez bientôt faire ça. Hein, vous allez commencer par les centres de gravité, puis les matrices, puis Huygens. Et voilà. Et on se fera un petit test à la fin des matrices. Alors on a un test de retard. Donc le test, ça sera la prochaine, jeudi prochain, hein, vous avez vu. Je pense que là, vous avez eu le temps de bien vous entraîner, hein, sur les cinématiques du solide et graphique. Voilà. Donc là, maintenant, on entame. Alors, du coup, ça fera deuxième et troisième DS. Et là, maintenant, on va entamer le cours pour la dernière partie du cours. Donc, on est pas mal décalé au niveau des DS. Donc, le DS du 14 mai se comportera... Bah, l'analytique, on l'a déjà fait, donc non, on n'aura pas de dérivés. On fera les torseurs, hein, les formules babar, et puis la graphique qu'on a fait. Hein. Finalement, les torseurs, c'est facile. Hein, donc voilà. Alors la graphique, c'est peut-être un peu plus difficile, surtout en ligne, mais bon, on va se débrouiller avec ça. Donc il y aura tout ce qu'on a fait, sauf les premiers TD qui ont déjà été évalués au DS d'analytique. D'accord ? Donc il y aura les vitesses de glissement, il y aura les lois d'entrée-sortie, il y aura tous les calculs de graphique, hein, d'accord. Toute la cinématique, quoi. Mais voilà, je pense que quand vous avez fait les TD, vous avez bien pigé que c'était des torseurs, vous savez, voilà, vous savez faire ça. Vous faites le DS d'entraînement, puis vous me posez des questions, hein, n'importe quand par mail, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc voilà le théorème d'Huygens. Donc les méthodes de calcul des matrices qui sont récapitulées ici. Bon, je vous laisse pour le TD, hein, voilà. Là, il y avait un exemple, je saute, puisque les exemples, vous les faites directement en TD. Et je vais attaquer, parce que faut que je m'avance pour le groupe de... Oui, bien sûr, c'est la même chose que le DS d'entraînement, mais c'est pas le même mécanisme, hein, bien sûr, voilà, c'est tout. Mais c'est toujours les mêmes questions, hein, bien sûr. Alors, voilà, donc j'arrive à la diapo 153, ou page 153. Et en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais ça fait longtemps, mais on était en fait dans les calculs de moments cinétiques, sigma, hein, vous vous souvenez un petit peu de ça, et on avait fait sigma, c'était le moment de la quantité de mouvement mv, et on l'avait mis sous forme de produit vectoriel, hein, le moment bien sûr, et puis pour le solide, avec notre intégrale. Donc on avait cette intégrale, et quand on avait calculé, on était arrivé là-dessus, qu'on avait plutôt utilisé sous la forme de matrice. Voilà. Donc on en était là, finalement, notre moment cinétique au point O, c'était la matrice au point O, c'est pour ça qu'on a fait les calculs de matrice. Et maintenant, vous savez les faire, enfin, une fois que vous avez fait les TD, hein, sauf le groupe, évidemment, je ne sais plus si c'est la 1 ou la 3. Je crois que c'est la 1 qui n'a pas encore fait, mais voilà, vous allez bientôt faire. Et fois le vecteur rotation que vous connaissez bien, grand oméga. Alors, sauf que cette formule n'est pas la formule générale. Donc maintenant, on va essayer de calculer la formule générale. D'accord ? Donc, je repars l'expression finale, hein, voilà, avec le calcul général. Donc, puisque là, on était au point O, donc maintenant, on reprend au point A, d'accord, un point quelconque. Et puisque j'ai la vitesse V de P, je peux l'expliciter avec babar, par le point A, puisque là, je m'intéresse au point A. Je m'obtiens deux intégrales, d'accord. Et alors je sais pas pourquoi je les ai croisées. Non, voilà. Et donc dans je sais plus ce que j'ai fait avec mes flèches. Ah oui, voilà, j'ai permuté le produit vectoriel pour le mettre dans le sens qui correspond à la matrice, là, hein, à l'opérateur d'inertie comme la matrice.
Du coup, je permute oméga ici et je permute A et P pour faire PA devient AP. Voilà, je fais mes petites bricoles, d'accord. Et du coup, j'ai le double produit vectoriel, voilà, qui correspond ici à mon opérateur d'inertie, donc à ma matrice. Et j'ai un terme complémentaire, hein, cette fois-ci, en plus. Voilà, et comme j'ai fait ici, donc voilà ce que j'obtiens, mon opérateur d'inertie qui correspond à ma matrice, et un terme complémentaire. Alors ce terme complémentaire, en fait, il se calcule aussi, puisque c'était la définition, la formule du centre de gravité, si vous vous souvenez. Donc, bah voilà, ça fait la masse totale avec G, AG. D'accord? Donc, mon opérateur d'inertie, donc c'est la matrice fois oméga, hein, qui est rappelé ici, bien sûr. Et donc, voilà, j'obtiens une nouvelle expression. Et voici l'expression complète. Voilà, donc même si vous n'avez pas suivi le calcul, vous avez compris que c'était juste un calcul, voilà, hein, dès qu'on fait du babar, on regroupe les termes, on le met sous la bonne forme et on reconnaît un terme avec la matrice et puis un nouveau terme. D'accord? Bon, voilà, c'est le résultat qui nous intéresse. Donc, ce résultat, voilà, ça nous fait une première formule de notre formulaire, hein, parce que maintenant, bah, ça sera du calcul à partir d'un formulaire qu'on va vous donner ou qui est dans le poly, vous allez voir tout simplement, et qui doit être dans le poly aussi le poly de TD. Alors, en rappel de cours. Cette formule complète, nous on trouve qu'elle est trop compliquée. Alors en fait, on peut la simplifier dans deux cas particuliers, puisque vous avez la vitesse. Eh ben, si le point A est fixe, vous n'avez pas de vitesse, hein, la vitesse sera nulle, donc vous n'aurez que la matrice, d'accord? Et l'autre terme s'annule aussi, bien sûr, si A et G sont confondus, hein, bien sûr, bah, pareil, il n'y aura que la matrice, d'accord? Donc voilà, ça nous fait deux cas particuliers. Donc en fait, on n'a qu'une formule générale qui se décline en deux cas particuliers. Mais voilà, on aime bien mettre ça dans le formulaire, ça nous paraît plus simple. D'accord? Donc, bah voilà le formulaire. Donc le formulaire que vous allez utiliser donc pour le torseur cinétique. Donc bien sûr, vous avez la forme, on rappelle hein, le torseur cinétique avec la quantité de mouvement MVG hein, et le mouvement cinétique au point A, un point quelconque. Hein, ici, voilà, on a pris au point A. Donc ce torseur que vous connaissez bien. Et attention, on a fait deux parties. Donc, ce qu'on avait fait avant, on appelle ça masse concentrée. En gros, si vous avez quelque chose qui ne tourne pas ou on simplifie le problème, on vous dit que tout est concentré au point G, on ne tient pas compte de la forme du solide, et ben du coup, bah, si vous êtes au point G, bah, votre point il tourne sur lui-même, il n'y a rien, hein, c'est comme voilà, il n'y a pas de moment cinétique. Et si vous changez de point, bah, vous prenez la formule Babar. Voilà, ça c'est Babar. Hein. Vous reconnaissez Babar. J'aurais dû mettre ma... Bon, c'est pas grave. Vous reconnaissez Babar. D'accord. Et si vous êtes en masse répartie, c'est-à-dire vrai solide comme on a fait là, dans tous les TD, où on s'est tapé des intégrales, hein, quand vous avez des intégrales et des matrices, alors ici c'est surtout les matrices, hein, c'est la masse répartie. Alors bien sûr, vous gardez vous avez votre torseur, bon, toujours le même, bon, je l'ai mis au point G là, mais ça ne change pas. Alors, là, vous reconnaissez cette formule, c'est la formule Babar, d'accord? Donc celle-là, on la remet, hein, mais bien sûr, vous la connaissez par cœur, donc on n'a même pas besoin, mais voilà, on récapitule toutes les formules utilisables dans ce formulaire. Donc par la suite, vous prendrez le formulaire et vous appliquerez. Alors bien sûr, il ne faut pas se tromper de côté. Si vous avez une matrice, vous mettez du côté droit, et si vous n'en avez pas, vous mettez du côté gauche.
Donc ça c'est. Et puis bien sûr, alors la formule, alors j'ai numéroté les formules qui sont disponibles. La 1 qui est le babar masse concentrée, la 2 qui est le babar complet, la 3 qui est celle qu'on vient de voir. Oula, je pense que j'ai fait. Ah, voilà. La 3, bah, c'est la nouvelle formule qu'on vient juste de sortir, la formule générale. Hein, vous la reconnaissez grâce à la matrice qui apparaît ici. Et puis les deux cas particuliers qu'on vient de voir, qui sont des formules simplifiées, on appelle ici 4 et 5, qui sont avec la matrice. Donc si le point A est fixe, vous pouvez utiliser la matrice au point A, et si vous êtes au point G, bah, vous prenez la matrice au point G. Alors vous allez voir dans les TD, bah, alors on peut changer les matrices de points maintenant qu'on a Huygens, mais bon, Huygens c'est pas compliqué comme calcul, mais c'est un peu long, c'est un peu fastidieux, donc souvent on préfère prendre la matrice qu'on a, et bah, si on a la matrice au point A, bah, on se débrouille avec la matrice au point A. Enfin bon, on verra, on a plusieurs façons de faire. Des fois, on va être obligé de combiner les formules, on va être obligé de se refaire du babar, ou de voilà. Donc voilà, on a ces 5 formules à disposition dans le formulaire torseur cinétique. D'accord? Donc tous nos calculs de cinétique maintenant, bah, première chose à faire, le formulaire. D'accord? Alors, seulement c'est pas fini, parce que nous, on veut faire de la dynamique. Et donc, il nous faut un autre torseur qui s'appelle le torseur dynamique. D'accord? Donc, ce torseur dynamique, il est défini à partir des accélérations. Hein, vous reconnaissez grand gamma. Donc, on fait l'intégrale de grand gamma dm. Et des moments de cette accélération. Voilà, intégrale de AP gamma. Et ce torseur, eh bien, sa résultante dynamique, on peut l'écrire aussi m gamma g. Et son torseur dynamique, son moment dynamique, delta A, hein, la lettre delta pour on appelle le moment dynamique, d'accord? Donc ça, c'est la page 158. Alors, là, c'est des démonstrations. Hein. Là, donc là, c'est sa explication, pourquoi l'intégrale de la définition est égale à m gamma g. Je vous laisse, hein, c'est basé sur la dérivée et l'intégrale qui permute, puisque la dérivée de l'intégrale est égale à l'intégrale des dérivées, vous savez ça. On se retrouve avec la définition du centre de gravité. Bon voilà, hein. C'est pas compliqué. Je saute. Et pareil, le moment dynamique, c'est la démonstration pour comment on sait que c'est un torseur. Bah, il faut la formule Babar. Donc, on essaye de calculer au point B et de faire la relation avec le point A en faisant des relations de Chasles. On essaye et on trouve ça, hein, je saute aussi, et vous reconnaissez finalement une sorte de formule Babar. Hein, voilà. On trouve ça, et qui est bien la formule Babar. Et donc on a bien ce torseur. D'accord? Voilà, c'est la démonstration du torseur dynamique. Voilà. Donc, on se simplifie la vie, et on sait que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, et donc on en déduit que la résultante de ce torseur, c'est la dérivée de la résultante du moment cinétique. Et on a une idée géniale, c'est que on se dit, eh ben, est-ce que ça marcherait pas que le torseur dynamique tout entier serait la dérivée du torseur cinétique directement? D'accord? Donc c'est ça le but du calcul qui suit. Et donc je fais le calcul puisque la résultante ça marche, je prends le moment, je fais la dérivée du moment cinétique. Donc je fais mes calculs, je permute la dérivée avec l'intégrale, je me fais du dérivé de produit qui me donne 2 termes. Hein, tout ça, vous savez faire, hein, donc c'est du calcul.
Bon, je saute, hein, vous savez faire la relation de Chasles, donc pour décomposer par rapport au point O, qui nous fait réapparaître des vitesses, etc. Et j'arrive à une formule, cette formule, d'accord, hein, voilà, c'est pas un calcul, voilà, donc effectivement, on est content, le moment dynamique est égal à la dérivée du moment cinétique, mais attention, c'est pas que ça, on a un terme complémentaire. Et du coup, devinez quoi? Eh bien, on se fait un nouveau formulaire. Voilà. Donc, et on retrouve nos cas particuliers de tout à l'heure. Si le point est fixe, la vitesse est nulle, on retrouve directement la dérivée. Et si le point A est au point G, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai VA vectoriel VA, c'est-à-dire 0. Et donc, je retrouve ma deuxième, je retrouve également que c'est que la dérivée, formule simplifiée. Donc j'aurai ma formule générale et mes deux formules simplifiées. D'accord? Pareil, hein, ça ressemble à ce qu'on vient de voir pour le torseur cinétique. Et donc, bon, c'est la même chose. Donc voilà votre formulaire complet maintenant avec les formules pour le torseur dynamique. Donc la définition, hein, qu'on vient juste de voir, avec m gamma, moment dynamique delta. Si c'est la masse concentrée, où on n'a pas de matrice, eh ben, le moment dynamique au point O, il est nul. Au point G, pardon, il est nul. Et si vous êtes... bon, je vais bientôt m'arrêter, là, on a fini. Hein. Bien sûr, ça c'est Babar. Hein, vous retrouvez Babar des deux côtés. Hein. Et si c'est masse répartie... Et non, et en fait, les formules sont valables pour les deux, là. Donc, on n'a pas trop de problèmes, finalement. Vous retrouvez la formule générale qu'on vient de voir avec la dérivée et un petit calcul de produit vectoriel. Et les formules simplifiées, hein, qu'on préfère, bien sûr. Si on peut faire moins de calculs, c'est mieux. Et donc, pareil, dans les TD à venir, eh ben, vous sortirez votre formulaire, cinétique et dynamique, suivant ce que vous avez besoin. Et vous choisirez la formule la plus simple. Donc en fait, vous commencerez par les formules 5 ou 4, hein, plutôt que de prendre des formules avec les produits vectoriels. Enfin bon, voilà. Et en fait, on aura pratiquement fini on va pouvoir faire tout. Puisque vous avez déjà vu la statique en premier semestre, la cinématique qu'on a fini, la cinétique avec le torseur cinétique, et là on vient de voir le torseur dynamique. Donc on n'aura plus qu'à faire le principe fondamental de la dynamique qui égale les deux torseurs des efforts extérieurs avec le torseur dynamique. Voilà, vous savez presque tout. Donc on s'arrête là. Et donc les A2, vous restez là. Et les A1 et A3, vous partez et vous pouvez vous loguer avec Monsieur Spoon ou Monsieur FaZe, hein, d'accord. Donc il est 10h30 pratiquement. Donc voilà, moi qui ai des questions. Pas de questions. Donc la différence, c'est que tu as vu que on a besoin de tout. Là, tu vois, pour faire de la dynamique, tu es obligé de faire la dérivée du torseur cinétique et le torseur cinétique a fait appel à des calculs de vitesse de cinématique. Tu as besoin en dynamique, tu as besoin même des forces à la fin. On a besoin de tout. C'est pour ça que on est obligé de tout faire. Voilà. Et tout, on peut pas se dire ah bah c'est bon, on laisse tomber les forces, j'aimais pas trop ça. Eh ben si, on va en avoir besoin, tu vois. Et en dynamique, bah si, tu as même besoin de calculer des vitesses. Voilà pourquoi hein, c'est des poupées russes, hein, tu vois. Cinématique, à l'intérieur de cinétique, à l'intérieur de dynamique, et la dynamique avec le principe fondamental, avec à l'intérieur aussi la statique. Ça marche? Bonne journée au groupe A1 et A3. Et puis, voilà. Donc, on continue pour les TD. Bonne journée. Bon courage.
Alors, pour les A2, je crois qu'on n'avait pas fini le TD sur les matrices. Alors, TD. Donc, si j'ai bien noté, on avait fini le cône, donc le 3D. Donc, bon, il y a le 3E. Oui, le 3E alors. Le 3E. Ah bah je l'ai même pas là. Zut alors. Ah non, il n'y a pas de 3E, je dis. Non, c'est bon. Donc c'est un vieux truc. Il y avait un décalage de notation, donc il n'y a pas de. Il n'y a pas de 3E. Hein. Donc on passe à Huygens. On passe à Huygens. Donc c'est le théorème je viens de rappeler, de faire rapidement, de vous démontrer. Donc TD corrigé Huygens. Voilà. Donc je charge Huygens numéro 1. Hop là. Bon, après, on peut revenir sur ce qu'on a fait, hein, c'est comme vous voulez. Non, c'est pas ça. Voilà. Alors, tu veux bien sur quoi? Sur le TD de la dernière fois? Ou sur le cours? Non, il n'y a pas de feuille de présence. J'enregistre tout, donc j'ai vos logins. Si vous avez mis votre nom, c'est bon. Alors moi, je veux pas tout refaire. Martin, il faut que tu me poses des questions plus précises. Quel point, tu veux que je revienne sur le dernier qu'on a fait, le cône, d'accord? On peut faire ça? Hein, on va se remettre dans le bain comme ça. C'est une bonne idée. Après, faut pas qu'on, voilà, faut qu'on avance correctement. Donc 3D corrigé. Non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Il faut que je le charge. Donc 3D corrigé. Partager des fichiers. Tac. Voilà.
Alors, il y a tout est sur eCampus, hein. Tout ce que je vous présente, que ce soit les polis d'amphi et les de TD et les corrigés et les DS d'entraînement, tout est sur eCampus. Alors après, il y a plusieurs pages, il faut prendre la bonne page, évidemment. D'accord? Après, s'il te manque quelque chose, je peux te l'envoyer par mail, il n'y a pas de souci, tu m'envoies un mail en disant je n'ai pas réussi à trouver, bah, je te l'envoie. Hein. C'est pas les mails maintenant, ça passe bien, même les gros fichiers, donc tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? On a étudié le cône. Ben, c'est dans eCampus, M2103, hein, puisque notre cours de mécanique, c'est 2103. Hein, le 2, c'est semestre 2, le 1, c'est unité 1, et puis après, c'est la troisième matière numéro 3 dans l'unité 1. Puisque vous allez avoir 1 conception, 2 DDS, 3 méca et 4 SDM, un truc comme ça, matériaux. Voilà, alors nous avons donc notre cône. Donc notre cône, c'est comme une toupie là, et sur sa pointe de rayon R, de hauteur H, et il est plein, de révolutions, donc ça nous donne des... Bien sûr, on sait qu'un cône est un axe de l'axe au Z, hein, de révolution, donc on sait que ça fait des symétries, bah, c'est même donné dans l'énoncé. Hein. Alors on n'a pas fait la dernière question peut-être. Donc on a commencé par calculer la matrice d'inertie. Donc la matrice d'inertie qui est alors on utilise d'abord donc vous vous souvenez des formules, enfin d'une méthode hein, qu'on avait utilisée. Donc la première chose de notre méthode, c'est qu'on se place, si on peut se placer au point O, au point G, je veux dire, c'est mieux, mais ici, le point G, il est compliqué, hein, parce que il faut le calculer. Bon, on préfère finalement rester au point O, repère OX, Y, Z, qui va nous permettre, avec l'axe Z, d'avoir des coordonnées polaires ou cylindriques. On fait les symétries, donc l'axe de révolution. On sait donc que les trois produits d'inertie DEF sont nuls. Et ensuite, on va faire les calculs des moments d'inertie A, B, C. Et pour ça, il va falloir utiliser les coordonnées cylindriques. Donc les coordonnées polaires R et θ, que vous connaissez bien, et on ajoute Z pour avoir la 3D. D'accord? Comme on est en 3D cette fois-ci, on prend la masse volumique ρ, masse sur le volume, hein, et on avait vu que le volume de la pyramide, enfin du cône, hein, toutes les pyramides c'est pareil, 1/3 de la base fois la hauteur. Donc la base c'est le cercle, de surface pi r carré, et la hauteur h. Donc vous avez vu, j'ai piqué une tablette graphique, c'est quand même vachement mieux. Alors, ok, donc on trouve l'expression de la masse volumique qu'on aura besoin après dans les calculs. On prend le DM, le petit morceau de cube, hein, vous vous souvenez qu'on a découpé en cubes. Alors d'abord en petite surface DS, qui sont de côté. Alors si j'ai mon repère, je sais plus, alors je prends un repère de coordonnées polaires, hein, avec le point
P qui se trouve à une distance R, un angle θ, X, Y. Donc ici, vous avez un petit morceau de rayon, dr, et ici, vous avez un petit morceau d'arc, R dθ. Vous vous souvenez de ça? Et donc, pour avoir notre surface, on multiplie les deux, R dθ, dr. D'accord? Allez, je suis au bord de ma tablette. Et du coup, c'est bon, ça apparaît ici, R dr dθ. Et pour avoir le volume, je prends un petit morceau en Z, et voilà, j'ai mon petit cube avec ma hauteur dz. C'est un petit cube un petit peu arrondi, mais comme c'est tellement fin, hein, on assimile à la tangente, et puis voilà. Et puis vous vous souvenez que quand on a un solide de révolution, on a cette fameuse formule A égale B égale C sur 2. Donc vous récupérez cette formule qui est comme une formule de cours, hein, on ne la redémontre pas. Hein. Quand on a un solide de révolution, on a cette formule, d'accord? Et on l'avait démontré, hein, c'était un peu compliqué, mais on l'a fait. Donc il nous suffira pour calculer A et B et C, de calculer C, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on calcule C. Et ensuite, on aura une intégrale de Z carré. Alors, cette intégrale, comme on est en volume, devient une intégrale triple, hein, puisque j'ai une intégrale sur R avec le dr, une intégrale sur θ avec le dθ, une intégrale sur Z avec le dz. Donc l'intégrale sur Z, on va du bas jusqu'en haut, c'est de 0 à h. θ, on fait le tour complet, donc 0 de pi. Et par contre, attention, hein, on avait dit le rayon ne va pas à grand R, hein, puisque on a notre cône, bien sûr, de rayon grand R, mais... j'ai raté. Bon, donc, si je suis dans une... vous vous souvenez des rondelles, donc si je suis avec mon petit morceau ici, eh bien, je suis dans une rondelle de rayon R, petit r. Donc, c'est pour ça que ici, je laisse petit r, et vous vous souvenez à l'exercice sur les centres de gravité, on avait établi que petit r augmentait linéairement avec grand Z de 0 jusqu'à grand R. D'accord? Donc cette formule, on la récupère ou on la retrouve. Il est compliqué, hein, cet exercice, c'est sûr. Hein. Donc on remplace ici dans l'intégrale, le petit r devient R sur H petit z. Du coup, on remplace aussi le R cube ici par R sur HZ. Et puis là, j'ai même fait directement la primitive de R au cube qui est donc R4 sur 4. R, oui, c'est le rayon. Voilà. Et donc, une fois qu'on a fait ça, alors le calcul de l'intégrale de θ entre 0 et 2π, ça donnait 2π. Donc on en est à l'intégrale ici, à remplacer les R. Donc voilà. On a intégré l'intégrale, voilà, on a fait l'intégrale de R qui me donne un R4 sur 4 à prendre entre 0 et la borne, donc on n'a que la borne, puisque moins 0, ça disparaît. On calcule, donc on obtient une expression avec ρ, et ensuite il n'y a plus qu'à remplacer ρ ici par ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, et on obtient C. Voilà. Ah, là, on était peut-être là, on n'a peut-être pas fini l'autre intégrale. Donc une fois qu'on a C, c'est pas mal. Mais vous vous souvenez
Bah 2pi c'est une constante, hein, donc 2pi, donc ça fait 2pi, t'es d'accord? Hein, tu prends la primitive de 1 qui est θ, à prendre entre 0 et 2pi, ça fait 2pi moins 0, ça fait 2pi. Donc toutes les constantes, hop, tu les sors. Tu as sorti ρ, tu sors 2pi. D'accord? Alors, j'ai donc besoin maintenant pour, pour calculer A et B. Ici, j'ai besoin du terme complémentaire, intégrale de Z2. Bah, les constantes, tu peux, l'intégrale, tu n'intègres pas les constantes tu les mets en facteur. Non? Bah, tu peux les laisser dans l'intégrale si tu veux, hein, mais... Le principe, c'est comme ça qu'on fait. Alors, les dérivés, les intégrales, c'est des opérateurs linéaires. Ça veut dire qu'on peut mettre les constantes en facteur. Donc moi, je te conseille de faire ça. 2pi, c'est constant, non? Tu crois pas? Pi, c'est 3,14, donc c'est fixe, hein, ça bouge pas, c'est constant. 2, c'est une constante aussi. Rho, c'est une constante. Si pour un matériau donné, c'est temps, voilà, c'est tout. Hein. Non, ça va pas, ça. Bon, on va continuer avec l'intégrale de Z, en Z, là, Z2dm. Donc je suis obligé de calculer l'intégrale, hein, puisque c'est ma formule. On n'a pas le droit de tricher quand même, si. Donc tu prends ton intégrale. Quand tu as des constantes à l'intérieur, ici j'ai une constante à l'intérieur qui vient de mon dm. Tu te souviens de mon dm de tout à l'heure, hein? Tout ça, c'est mon dm en fait, hein, que j'ai remplacé. Dans mon dm, j'ai une constante. Donc la constante ρ, je la sors de toutes mes intégrales. Hop, là voilà. C'est comme ça qu'on fait, toujours, non? Bon, écoute, c'est un problème de maths, ça, faut que tu poseras la question prof de maths. Mais en mécanique, bon, on fait comme ça. Donc, on se retrouve avec nos 3 intégrales comme tout à l'heure. Hein. Intégrale de 0 à h pour z, intégrale de 0 à notre petit rayon qui était cette formule-là. Donc, c'est l'intégrale sur le rayon, dr, et l'intégrale de 0 à 2pi pour θ. Donc, en fait, je mets chacun dans sa bonne intégrale. Donc j'ai l'intégrale de θ qui est tranquille toute seule. J'ai l'intégrale sur le rayon, mais qui dépend de z, hein, donc qui est à l'intérieur de l'intégrale, ici, il y a une parenthèse, de l'intégrale, on pourrait même s'arrêter là, hein, l'intégrale de z. Et du coup, je calcule comme tout à l'heure, celle-là, elle me fait 2pi. 2pi est une constante, hop, je la sors. Alors moi, dès qu'on peut simplifier, on simplifie. Hein. C'est déjà beaucoup de calculs. Donc, j'ai plus que l'intégrale en R à calculer. Donc, la primitive de R, c'est quoi? C'est R2 sur 2. À prendre entre les bornes. Donc, les bornes qui sont... 0. Ah zut, ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai un petit problème technique. Ah, ça y est. Donc, entre 0 et grand R sur grand H, Z.
Ce qui me fait la borne du haut moins la borne du bas qui est 0, donc ça me fait que la borne du haut. Donc R sur grand H Z au carré divisé par 2. Donc ça me fait R2 Z2 sur H2 et divisé par 2, donc ça fait sur 2 H2. Donc c'est bien ce qu'on a mis ici. Bon. Petit problème de tablette. C'est trop beau pour ça. Ah voilà. R2 Z2 sur 2H2. Et donc comme j'ai beaucoup de Z2, alors j'ai un Z2 bien sûr ici, mais j'en avais un aussi ici qui était de mon intégrale que je dois calculer, d'accord? Qui était ici dans mon intégrale de Z2. Donc il reste là bien sûr, donc Z2 et Z2 ça me fait Z4. D'accord? Donc quelle est la primitive de Z4? Z5 sur 5. À prendre entre les bornes qui sont 0 et H. Ce qui me fait H5 sur 5 moins 0. OK. Donc, là, c'est pas détaillé. Donc, je vais... Donc, donc ici, je vais recalculer. Donc, égal pi, parce que mon 2pi ici, le 2, je l'ai simplifié par le 2 dès là, hein, puisque les constantes, je peux les sortir. Rho R2 sur H2. Donc c'est ça hein, que j'ai recopié. Et mon intégrale qui devient H5 sur 5. Donc les H2 et H5 se simplifient en H cube. Donc pi rho R carré H cube. Je suis au bord de ma tablette. H cube sur 5. Et je remplace rho. Donc rho, si on se souvient, c'était la masse divisé par le volume. Et le volume, c'était 1/3, donc ça fait 3 de la surface de la base, pi r carré fois la hauteur h. Donc bien sûr, je multiplie ce rho par R2 H3 sur 5. Hein. Voilà.